Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Xavier Labbé. Maître Xavier Labbé est avocat et professeur de droit à l'Université de Lille et il est auteur où il a commis une grosse douzaine d'ouvrages et quantité d'articles, notamment pour les éditions Dalloz. Maître, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, oui. Bonjour, donc je vous remercie pour votre émission. Merci d'être venu nous consacrer votre temps. Qu'est-ce qui vous a amené, pourquoi le droit ? Comment devient-on Xavier Labbé ? Comment devient-on écrivain en droit ? Quel a été votre moteur au départ ? Écoutez, je suis entré à la faculté de droit il y a maintenant une 50aine d'années et je ne l'ai jamais quitté. D'accord. Parce que le droit est une matière passionnante, vivante, en totale évolution. Et pour le domaine qui me préoccupe, le droit de la famille, j'ai assisté donc à la transformation du droit de la famille sur ces 40 dernières années. Oui, effectivement, en 40 ans, il s'est passé un certain nombre de choses. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Et donc, j'ai assisté à cette évolution, j'allais dire à cette révolution peut-être. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je peux en parler. D'accord. Vous avez notamment écrit un ouvrage qui s'intitule « La société française est devenue matriarcale », mais vous avez écrit « Le droit commun du couple » en 2012 et « Le droit français et l'avènement du matriarcat ». Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ces définitions, matriarcat, patriarcat, ce qu'on entend dans ces choses-là ? Oui, alors j'entends bien que le titre « L'avènement du matriarcat en droit français » peut interpeller aujourd'hui, à une époque où on nous dit que la société est patriarcale. Il faut bien se mettre d'accord sur les définitions. Il y a actuellement deux définitions du matriarcat. Le matriarcat, c'est le pouvoir politique aux femmes. Ça n'est pas la définition que je suis. Moi, la définition que je retiens, c'est celle du pouvoir de la femme dans la famille et du pouvoir de transmettre la parenté. La filiation matrilinéaire. D'accord. Et je constate qu'aujourd'hui, la tendance est peut-être de favoriser cette famille matriarcale où se transmet la filiation matrilinéaire. D'accord. Le rôle principal tenu dans la famille, c'est la femme. L'homme ne serait plus, au fond, qu'une option, pour retenir le mot que j'ai employé. D'accord. Vous pouvez développer un petit peu, peut-être ? Écoutez, volontiers. Pour bien comprendre je vous parlais tout à l'heure de révolution. Pendant longtemps, jusqu'aux années 70, la famille du Code civil, c'était la famille qui était assise sur le mariage. Et sur le mariage d'un homme et d'une femme. Alors, d'accord avec vous pour dire que la place prépondérante était donnée à l'homme qui était d'ailleurs défini comme le chef de famille, et cet homme que sa femme devait suivre partout, selon l'article 214. La place prépondérante était donnée à l'homme, et donc c'est vrai que l'homme avait la première place, c'est vrai également qu'il avait la puissance paternelle sur ses enfants, mais la famille était quand même fondée sur deux parents, un homme et une femme. Alors, encore une fois, oui, l'homme était le chef de la famille. Oui, il avait la puissance maritale, la puissance maternelle, mais l'enfant avait deux parents. Après 68 et après la révolution de mai 68 et l'intervention de Jean Carbonnier dans la famille, il n'y a plus eu de modèle familial, il y a eu des familles et non plus une seule famille. Il n'y a plus de modèle, et Jean Carbonnier d'ailleurs emploiera cette phrase qui résonne aujourd'hui comme un adage, à chacun sa famille, à chacun son droit. Cela veut dire qu'il y a plusieurs types de familles, il n'y a plus de modèle, et donc tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou naturels, ont acquis les mêmes droits, et on ne suppose plus, on ne conditionne plus l'arrivée de la famille au mariage. On peut donc avoir des familles avec des parents non mariés, et on peut donc aussi avoir des familles, pourquoi pas, monoparentales. Donc on passe effectivement du modèle de famille nucléaire égalitaire décrit par Emmanuel Todd, qui est effectivement un père, une mère et des enfants héritant à égalité,
Oui. À différencier avec la famille nucléaire absolue anglo-saxonne où il y a un héritier choisi et on peut, Todd en décrit d'ailleurs des comportements sociologiques différents. Effectivement, dans les années 70, nous, on arrive à l'explosion du divorce et de la recomposition familiale. Donc on arrive, ce sont des générations où on a une majorité d'enfants qui sont issus de familles divorcées. Donc on n'est plus dans ce modèle de famille nucléaire égalitaire, on est dans une famille un peu dénucléarisée qui entraîne là aussi des modifications sociologiques. Notamment un exemple très simple, vous avez un garçon, un premier mariage, les parents divorcent, ils se reconstituent à droite et à gauche, ils refont des enfants, au niveau héritage, l'aîné en fait touchera moins dans certains cas que les autres. Donc il y a vraiment une remise en cause du processus d'affiliation que nous avions nous de manière naturelle et il y a un basculement qui s'effectue dans les 70. Oui, alors ça on y a assisté, la famille décomposée et puis qui se recompose on ne sait pas trop comment, ou qui ne se recompose pas. Mais le phénomène qui est intéressant, c'est l'apparition de la famille monoparentale. Cette famille monoparentale qui, au départ, autrefois était montrée du doigt. Une femme seule qui mettait au monde un enfant, c'était une fille-mère, rappelez-vous. Elle était montrée du doigt, elle était considérée comme rien. Et son enfant était lui aussi rejeté. La famille monoparentale est arrivée dans les années 70-75 et on a voulu l'aider par les allocations API, etc., pour bien montrer que c'était une famille qui était tout aussi respectable que les autres. Mais alors le phénomène auquel j'assiste actuellement et qui est encouragé par le législateur, c'est que il me semble que la famille monoparentale n'est plus aujourd'hui nécessairement une situation subie, mais qu'elle devient une situation choisie. Choisie par la femme qui peut dire je préfère être seul que mal accompagné et je monte ma famille seule. La loi d'août 2021 qui instaure la procréation médicalement assistée au bénéfice des femmes célibataires ou des couples de femmes ne nous dit rien d'autre. Une femme aujourd'hui peut décider de faire seule une PMA, c'est-à-dire de mettre au monde un enfant qui n'aura jamais de père ou qui aura de mère. Mais l'homme est exclu. Et alors la chose qui m'apparaît quand même intéressante, c'est qu'il paraît, je n'ai pas de données statistiques, mais quand on regarde Internet, on peut s'en convaincre, il paraît que la PMA pour une femme célibataire, c'est quelque chose qui est très demandé. Très demandé. Alors, ça interpelle. Bon, pourquoi une femme seule peut préférer être seule avec un enfant plutôt qu'être en couple? Alors, je crois que peut-être aujourd'hui, c'est vrai que les hommes n'ont plus beaucoup la cote. On dénonce les violences conjugales et on a raison. On dénonce l'incurie, on dénonce tous ces hommes qui sont étranges et dont il faut maintenant se méfier. Et on permet aux femmes d'être seules avec un enfant qui n'aura jamais de père. L'intérêt de l'enfant, dont on a beaucoup parlé, est défini par la mère. C'est elle qui devient juge de l'intérêt de l'enfant. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, effectivement, deux choses. La première, c'est que nous, au niveau associatif, on a constaté effectivement, et c'est évident quand on arrive de l'étranger, que la France et l'Occident, notamment lors de la gestion des conflits familiaux, sont devenus des usines à produire des familles monoparentales féminines. Ça, c'est absolument évident. Donc, il y a un basculement qui s'effectue dans les années 80-90. Et je regarde effectivement les statistiques de l'INED, Institut national d'études démographiques, donc c'est un officiel. En 2020, un enfant sur 27 est né par PMA. C'était donc il y a 4 ou 5 ans. Donc il y a effectivement un mouvement qui se met en place, déjà de désagrégation de la famille nucléaire égalitaire, qui était traditionnelle, puis mise en place d'une famille monoparentale majoritairement féminine. Elle est très rarement masculine, sauf accident de la vie et ce genre de choses. Influence des services sociaux, très clairement, redonner le pouvoir parental beaucoup à la mère, c'est quand même extrêmement prégnant dans les environnements des tribunaux familiaux et des enfants. Et vous mettez en avant ce principe de la PMA qui est en train de mordre, qui arrive à un enfant sur 27 il y a 4 ans, 5 ans, qui est en progression et qui a donc des répercussions au niveau juridique, au niveau droit, vous dites. Ah oui, c'est la famille. Et vous observez que la femme célibataire peut donc avoir un enfant seul, mais l'homme célibataire ou le couple d'hommes ne peuvent pas avoir recours à la GPA.
Ouais, c'était un grand débat qu'il y avait à l'époque, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, et le débat, alors qu'on interdise la GPA, c'est sans doute une très bonne chose, parce qu'il ne faut pas considérer une femme ou j'ai vécu en Asie, on a eu des scandales de ferme à bébé, je ne le souhaite pas, ce n'est pas à mettre en place. Il y a des dérives ensuite. Bon, alors, c'est tout, on n'a pas rentré dans le débat. Non, mais ce n'est pas souhaitable, tout à fait. Ouais. Ça n'est pas souhaitable, hein, mais il y a donc là un rapport d'inégalité. L'homme seul ne peut pas créer une famille, tandis que la femme seule peut créer une famille et mettre au monde un enfant qui n'aura jamais de père. Et c'est une conséquence de la loi, c'est le législateur qui nous dit. Ça n'est pas, donc c'est une permission de la loi. Alors c'est un nouveau visage que prend, à mon avis, la famille. La famille monoparentale est instaurée, et ça n'est plus, encore une fois, une famille subie. Comme on disait autrefois, la femme, son mari est parti, ou l'auteur de l'enfant est parti, etc. Donc elle subit la situation. Non, elle ne subit plus, elle la demande, elle l'a choisie. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et donc effectivement, vous vous dites qu'au niveau de la filiation, et d'ailleurs on voit énormément de gens maintenant qui s'affichent non plus avec le nom du père de famille, mais avec le nom de famille de la mère. C'est un mouvement que l'on constate aussi, qu'il suffit d'en parler à des directeurs d'école, des directrices d'école, d'en parler un peu autour de soi. C'est un mouvement qu'on voit aussi s'accentuer. Alors si l'on ajoute que dans la famille qui n'est pas issue de la PMA, et on va dire la famille classique, vous comprenez ce que je veux dire, nous voyons des hommes qui n'entendent pas vraiment reconnaître leur enfant parce qu'ils n'ont pas la fibre maternelle, et des femmes qui viennent d'accoucher et qui n'ont pas tellement envie que l'autre reconnaisse l'enfant. C'est quelque chose que j'ai vu, hein. Des femmes qui viennent dire, écoutez, j'aime autant qu'il n'ait pas de droit de visite, et puis tant pis, je demande pas de pension alimentaire. Ça pose une grande question d'ailleurs. Hein. J'ai pas tellement envie qu'il fasse une action en recherche de paternité, et des actions en recherche de paternité, actuellement, on n'en voit plus beaucoup. Ah oui, mais à ce compte-là, au niveau du droit, où est l'égalité? Je veux dire, si madame peut décider de faire un enfant sans le dire à monsieur, quels sont les droits de monsieur pour exercer sa paternité? Encore faut-il qu'il le sache, parce que vous avez des situations dans lesquelles nous voyons une femme qui apprend qu'elle est enceinte et puis qui s'en va. Elle cherchait un géniteur et elle l'a trouvé. Et après, le géniteur, il n'est pas nécessairement au courant de l'accouchement. Comment voulez-vous savoir? Bon, mis à part cette loi de 2020-2021 qui parle de la PMA, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, au niveau juridique, au niveau législatif, durant ces dernières 40 années? Écoutez, cette transformation qui est de plus en plus nette et qui est, encore une fois, on en trouve la trace dans la loi. Nous passons d'une famille où l'enfant a deux parents avec le père qui domine à une famille où l'enfant a, au gré de la mère, un parent, deux parents, ou je ne sais pas même plus, pourquoi pas, au point où nous en sommes. La volonté maternelle m'apparaît aujourd'hui prégnante. Si nous reprenions les anciennes qualifications de filiation légitime et filiation naturelle, je vous dirais aujourd'hui que la seule filiation légitime, c'est la filiation maternelle, parce que toute femme qui accouche est nécessairement mère. Nécessairement. Oui. En raison de l'article 311-18, une femme qui accouche est nécessairement mère du fait de la loi, alors, sauf si elle a fait un accouchement sous X, et ça la concerne. Tandis que le père, écoutez, il n'y a pas de père du fait de la loi. On est père parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a reconnu l'enfant. Même pas parce qu'on est mari, parce que vous savez que la présomption de paternité peut être écartée d'office dans certaines situations. La mère peut ne pas désigner son mari comme père de l'enfant, et s'il n'y a pas de désignation du nom ni du mari, eh bien le mari n'est pas père. Donc la présomption de paternité, à mon avis, ça n'existe plus. Ça pourrait d'ailleurs être supprimé du code civil. Et on est père, encore une fois, parce qu'on le veut bien, ou parce que la mère le veut bien. Mais ce père m'apparaît de plus en plus en option. Parce qu'encore une fois, il y a des pères qui souhaitent pas. Il y a des pères qui se défilent. Et des mères qui sont à la limite très contentes de cette situation. Donc il faut... si vous voulez, je crois que plus profondément, c'est l'individualisme
l'individualisme qui aujourd'hui domine un petit peu toutes les relations. L'individualisme, c'est chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais on ne respecte pas l'autre, hein. L'individualisme devient très vite synonyme d'égoïsme. Et je crois que l'individualisme poussé à l'extrême, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est l'inverse de l'altruisme et pourquoi pas de l'amour. Autrefois, bon, on disait que les rapports de famille, c'était des rapports d'amour. C'est-à-dire où on pensait d'abord avant tout à l'autre, mais aujourd'hui, on ne pense plus à l'autre, on pense à soi. L'intérêt du groupe d'abord, oui. Ah oui, le groupe d'abord, mais aujourd'hui, et l'enfant n'est plus l'enfant de l'amour, il devient l'enfant de la volonté. Je veux un enfant. C'est un devient l'enfant, l'enfant devient l'œuvre d'un projet, mais ça n'est plus l'enfant de l'amour. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Au niveau juridique, est-ce que le test de paternité est légal en France ? Aujourd'hui, pour faire, comme vous dites, un test de paternité, il faut passer par le juge. Je veux pas acheter un truc sur Amazon, là, j'ai pas le droit. En tout cas, si vous le faites, ça n'aura pas de valeur juridique. D'accord. Celui qui veut faire une action en recherche de paternité ou en contestation de quelque chose doit passer par le tribunal et demander une expertise judiciaire. Pour le faire reconnaître. C'est ça. Alors, j'entends bien qu'à l'étranger, il y a des systèmes qui ne sont pas tout à fait, qui admettent le test libre, mais ça n'est pas le cas de la France. Et à mon avis, c'est très bien. D'accord. Ce que vous dites est peut-être intéressant parce que quand on s'intéresse, nous, l'ADN de l'émission, de l'association, c'est les conflits familiaux, les séparations, les divorces et autres. Et on sent vraiment dans les tribunaux familiaux, les tribunaux des enfants, une prépondérance de la parole maternelle, en fait. Comment se fait-il, en fait, que les comportements aient évolué alors que la loi, finalement, mais la loi n'est pas si claire que ça. Vous dites que si la PMA remet en cause de fait un certain nombre de choses, mais il est écrit nulle part que la voix maternelle doit avoir plus de poids aujourd'hui pour les enfants. Ça, on est bien d'accord, ça n'est écrit nulle part. Ni la voix maternelle, ni la voix paternelle, d'ailleurs. Non, la loi de 2002 de Ségolène Royal instaure la coparentalité. Ah oui, ça, on est bien d'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Qu'est-ce que vous avez écrit dans le droit commun du couple ? Les trois formes officielles de conjugalité que sont le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage. Y a-t-il des droits communs ? Existe-t-il un droit commun du couple ? Écoutez, l'idée que j'avais, c'était que ces trois conjugalités finissaient par se rejoindre. D'accord. Le mariage s'est abaissé au rang du pax. Le pax, ça n'est qu'un contrat. Hein, et le concubinage, désormais, peut être contractualisé. D'accord. Et donc, j'avais essayé de dégager, de dire qu'au fond, au point que j'avais proposé à une certaine époque, c'était en 2012, à la veille du mariage pour tous, j'avais proposé de faire l'union civile pour tous, c'est-à-dire de supprimer le mariage, de supprimer le pax, de ne plus parler du concubinage et de faire une union unique, laïque, pour tout le monde, qui aurait été donc une sorte d'union unique. Bon. L'idée avait été transmise et elle avait pour mérite de réserver le mot mariage aux religions, aux différentes religions. D'accord. Bon. C'est le fameux mariage républicain, en fait, c'est-à-dire qu'on s'unit, mais de manière laïque. Vous avez deux définitions du mariage qui sont totalement opposées. Hein. Pour la religion catholique, c'est l'union indissoluble d'un homme et d'une femme. Pour la religion, c'est l'union devant Dieu. Tandis que pour le droit civil, hein, c'est l'union d'un homme, d'une femme ou de deux hommes et de deux femmes, union précaire, hein, qui peut à tout moment être dissoute assez facilement. Et donc, le projet d'union civile pour tous avait ce mérite. Bon, ça n'a pas été suivi. Ça pourrait, à mon avis, revenir parce qu'il est vrai que le mariage tel que le connaît le droit civil aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec le mariage de 1804 hein, du Code civil. Bon. Il faut savoir ce que l'on met derrière les mots. Oui, bien sûr. Et alors, le droit commun du couple, le seul droit commun que l'on connaisse actuellement, c'est le droit commun des violences conjugales. Parce que là, ce sont les mêmes textes qui s'appliquent que l'on soit marié, concubin ou partenaire. Ce sont les mêmes textes
qui s'applique de manière uniforme. Alors c'est un peu triste de devoir le constater, mais finalement, quel est le domaine du droit où le juge a un véritable rôle? Il sert à autre chose qu'à entériner des conventions ou qu'à calculer des pensions alimentaires. Là, le juge, en matière de violence conjugale, il a véritablement le rôle de trancher. Il peut être saisi très rapidement et il rend des décisions tout de suite. Et ce sont les mêmes décisions que l'on soit marié, concubin ou partenaire. C'est intéressant. L'idée du droit commun du couple, nous l'avons totalement, mais dans le droit des violences conjugales. Oui, avec notamment la circulaire Santiago, qui avait déjà été amorcée en 2019, qui supprime d'ailleurs justement l'autorité parentale en cas de présomption. Ce qui est une révolution par rapport au niveau du droit, c'est que vous avez l'autorité parentale et sans être forcément coupable, uniquement parce qu'un voisin, quelqu'un ou votre ex-conjoint, conjointe dit « il s'est passé quelque chose », vous perdez l'accès à votre enfant de manière préemptive le temps de l'enquête. Oui, c'est exact. C'est la fin de la présomption d'innocence. Ah oui, bah ça, on est d'accord. Hein. Alors que, enfin, il faut quand même rappeler que il faut donner au juge des éléments qui rendent les violences vraisemblables, dit le texte. Donc, vous ne pouvez pas aller devant le juge avec un dossier vide ou avec. Il faut quand même des éléments suffisamment pertinents pour que le juge puisse être convaincu que les violences ont bien existé. Il faut pas grand-chose. Hein. Un enfant de 8-9 ans un peu manipulé et puis. Ah oui, ça, effectivement. Bon. Vous avez aussi écrit un manuel de droit qui s'appelle « Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels ?» Oui, alors ça c'est le manuel le plus ancien. C'était avant que je fasse le droit commun du couple. C'était l'idée de dire que est-ce que le droit de la famille est encore un droit institutionnel, c'est-à-dire impératif, auquel on doit obéir sans chercher à comprendre, hein, ou alors est-ce que le droit de la famille, c'est le droit du couple en particulier, c'est un droit que l'on aménage par un simple accord de volonté, où on met ce qu'on veut, comme dans le cadre d'un contrat. Mais il peut y avoir un contrat de mariage d'ailleurs. Oui, enfin, le contrat de mariage, c'est essentiellement pour les questions patrimoniales. Mais, oui, c'est pour les sous, c'est pour l'argent. Et pour les questions extra-patrimoniales, comme, je ne sais pas, le devoir de fidélité, peut-on s'accorder pour ne plus ce devoir de fidélité? À l'époque, ça présentait un certain intérêt, on est en 90. Aujourd'hui, ces questions de fidélité ne se posent plus. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Je voudrais poser une question aux juristes et aux professeurs de droit. Durant les élections, on avait fait une liste aux européennes et autres, et on avait fait un ouvrage de propositions pour le droit de la famille et la protection de l'enfance. Et on se demandait, avec plusieurs professionnels, des avocats, des magistrats et autres, si véritablement le droit de manière générale de l'enfance et de la famille était le même droit que les autres, et s'il était réellement déjà écrit aujourd'hui ou s'il était à créer. Ah, écoutez, j'ai envie de vous répondre par une autre question. Quelle est la place de la famille dans la société? Si l'on dit que la famille a un rôle essentiel, et si l'on part de l'idée que le premier groupe social dans lequel vit l'enfant, c'est sa famille, et qu'en conséquence, si l'enfant est heureux dans sa famille, il sera heureux en société, alors il faut bâtir un droit de la famille qui soit solide. Mais maintenant, si l'on dit que la famille n'a pas d'importance et qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre l'individu et l'État, ben là, le droit de la famille peut être inexistant. Alors, ou en tout cas, il n'a plus à être impératif. Bon, c'est toute la question que pose le droit de la famille, le rôle de la famille. Bien sûr. Alors, je crois que tout à l'heure, on parlait de 68 et de la révolution de 68. L'idée qui a été à l'époque, ça a été de dire supprimons les règles. Il est interdit d'interdire. Et c'est Carbonnier, je reviens à lui, qui a inventé la notion de non-droit. Il faut le moins de règles possible, le moins de contraintes possible. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. Il y a une inversion de tendance actuellement, hein, j'ai cru noter quand même. Oui, écoutez, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais il faut savoir si chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut ou si au contraire, il faut des règles pour encadrer la famille. Oui, de manière reproductible, identifiable et compréhensible. Voilà. Trop loin dans la liberté, peut-être bien qu'il faut redécouvrir un encadrement pour la famille. Ça n'est peut-être pas en revenant en arrière. Je ne sais pas si le retour en arrière est une bonne chose. Bon, mais peut-être bien qu'il faut imaginer autre chose. Alors quoi?
ça l'avenir nous le dira, mais en tout cas qu'il faut imaginer un cadre. Et un cadre qui soit, si possible, impératif. Oui, ne serait-ce que pour permettre aux juges des enfants d'exercer de manière compréhensible, et non pas tout le temps, au cas par cas et à l'inconnu, de manière aléatoire, et pareil au familial, oui, bien sûr. Maître Xavier Labbé, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Monsieur Labbé, au revoir. Au revoir. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Mon fils, tu sais, moi aussi j'ai eu des rêves. Être artiste, qui sait, révolutionnaire qui lève le glaive de la liberté. Papa, je sais, être libre a un prix, celui, c'est vrai, que t'as payé de ta vie pour que je puisse, au jour qui s'achève, le ventre plein, avoir des rêves. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père et un papa. Mon fils, tu sais, ta vie, la nuit, la fête. Si je me tais, sache qu'au fond, je m'inquiète. Te faire du mal comme ça, je ne supporte pas. Mais papa, tu sais, j'ai pas vraiment choisi cette sensibilité. J'en paye chaque jour le prix, ça pleure dans ma tête parfois. Fallait que je console ces voix. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père et un papa. Papa, tu sais, aujourd'hui je suis heureux. Mon fils, je sais que tu fais de ton mieux. Tu seras père un jour comme moi. Et comme toi, je serai un papa. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père et un papa. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.